RRB, première radio d'information. La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et exceptionnellement, ce jeudi de l'Ascension, vous recevez Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'RRB au deuxième jour de votre visite en Nouvelle-Calédonie. Votre dernière visite remonte à 2013 et depuis, la Calédonie a beaucoup changé, notamment ces derniers temps. Les 3 référendums, le 13 mai 2024, l'échec des discussions sur l'avenir institutionnel. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiète pour la Nouvelle-Calédonie, pour son avenir ? Oui, je suis extrêmement préoccupée par la situation et paradoxalement, je suis particulièrement préoccupée par la situation économique et budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est la raison pour laquelle je plaide que essayer de régler un problème institutionnel quand on est confronté à une situation aussi périlleuse ne m'apparaît pas être la bonne méthode. Je pense donc qu'il faut d'abord réfléchir aux moyens de relancer l'économie en Nouvelle-Calédonie, redresser les entreprises, les aider à redémarrer, recréer de la richesse et peut-être réfléchir à des grands projets également, notamment d'infrastructures, pour permettre d'envisager la Nouvelle-Calédonie dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est d'abord un sujet qui va permettre à l'ensemble des partis de travailler ensemble, parce qu'après tout, l'ensemble des Français de Nouvelle-Calédonie ont des enfants, peut-être même des petits-enfants, et ils ont envie que leur avenir soit meilleur que le leur. Mais il faut quand même apporter une réponse institutionnelle. Il y a des nouvelles institutions à mettre en place après l'accord de Nouméa. Vous avez raison, mais surtout, il est utile de se pencher subsidiairement sur le problème institutionnel pour une raison simple, c'est qu'il n'y aura pas de redressement économique s'il n'y a pas de stabilité. Il n'y aura pas d'investisseurs privés et j'ai même envie de vous dire, il n'y aura pas d'investisseurs d'État. C'est-à-dire que l'État n'investira pas s'il a le sentiment que les investissements importants qu'il y a à faire en Nouvelle-Calédonie peuvent demain être abandonnés au bénéfice d'une émeute ou plus grave que cela. Donc les deux doivent se mener ensemble, mais là, j'ai presque envie de dire, il faudrait presque un moratoire dans le conflit qui existe pour s'attacher vraiment à résoudre la crise économique et budgétaire, parce que la Nouvelle-Calédonie est au bord du gouffre sur le plan budgétaire. Et les entreprises aujourd'hui, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, elles ont évidemment besoin d'avoir cette visibilité. Et quand tout le monde se sera mis à travailler ensemble pour quelque chose de positif, eh bien, peut-être arrivera-t-on à trouver le chemin institutionnel que tout le monde cherche. Mais tout de même, dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie, vous dites comment est-ce qu'on peut réaliser un développement économique, comment on peut même en parler alors que la Nouvelle-Calédonie est complètement exsangue depuis les violences insurrectionnelles de mai 2024? Non, elle n'est pas en difficulté depuis les émeutes. Les émeutes ont aggravé la situation. Ça fait 3 ou 4 ans que la Nouvelle-Calédonie va mal. Mais là, et que personne, semble-t-il, ne s'y est véritablement intéressé. Moi, c'est ça mon problème, si vous voulez. J'ai rencontré à peu près tout le monde à Paris. Bon, je refais le tour ici parce que c'est important de venir ici. Le discours n'est pas toujours exactement le même. Mais je suis frappée de voir qu'en réalité, tellement enfermé dans la cage du débat sur la réforme institutionnelle, eh bien, il n'y a pas vraiment eu une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on permet à la Nouvelle-Calédonie de se sortir de la situation. Or, je suis désolée de le dire, et je le dis franchement, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Mais la réforme institutionnelle, ça remplit pas le frigidaire des Calédoniens. Voilà, c'est ça la réalité. Ça ne donne pas du boulot, ça va pas donner du boulot aux gens qui, à la fin du mois, vont se retrouver avec la suppression du chômage partiel. Ça va pas faire redémarrer les usines de nickel, ça va pas peut-être mettre en place l'irrigation qui est nécessaire pour diversifier l'agriculture, ça ne va pas faire avancer la base navale dont je pense qu'elle est particulièrement utile pour le développement de la Nouvelle-Calédonie, ça ne va pas arranger le problème de l'enseignement qui manifestement est en difficulté, de la formation qui est en inadéquation avec les besoins économiques. Voilà, ça ne réglera pas l'ensemble de ces problèmes-là. Mais quand même, on peut pas dire que rien n'a été fait, notamment depuis 30 ans. Il y a eu beaucoup de tentatives de développement économique, de rééquilibrage. Mais ça a bien marché. Il y a eu des milliards déversés, il y a eu des créations d'usines du Nord. Alors attendez. Formation de cadres. Alors justement, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça marcherait demain? Non mais la Nouvelle-Calédonie
allait très bien il y a encore quelques années. Hein. C'était même un modèle, un exemple pour l'ensemble des Outre-mer français. On regardait la Nouvelle-Calédonie avec envie. Il y avait un vrai grand développement économique. Il y a juste une chose qui n'a pas fonctionné dans les accords de Nouméa, c'est qu'en réalité, le rééquilibrage, comme vous dites, a été un rééquilibrage social, pas un rééquilibrage économique. Et ça a été probablement l'erreur et l'échec d'ailleurs de l'État. Mais pas seulement de l'État. Aussi des partis politiques calédoniens. Je suis navré de venir sur le plateau pour venir un peu secouer le cocotier, mais il faut bien que quelqu'un dise aux partis politiques calédoniens qu'ils ont aussi une part de responsabilité dans l'échec de ce rééquilibrage. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. On peut toujours, à partir du moment où on est lucide, s'attacher à ce problème qui, je crois, est une partie des raisons pour lesquelles eh bien, la situation s'est considérablement tendue. Pas de rééquilibrage économique avec quand même une volonté, depuis 88 d'ailleurs, d'associer les indépendantistes à la gestion du nickel, avec notamment l'usine du Nord. Oui. Elle est fermée aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que demain ça marcherait? Il y a eu quand même une tentative de développement économique. Oui, alors, pardon une nouvelle fois de pas aller dans le sens peut-être où on m'attend, mais elle est fermée, mais on est un peu injuste sur l'usine de nickel, parce qu'après tout, aucune ne va vraiment extrêmement bien. Donc il faut juste qu'il y ait une vraie vision. En réalité, qui associe les trois usines. Il y a eu un échec industriel, une erreur industrielle avec l'usine du Nord, mais là encore, ça n'est pas définitif. Pour peu que l'État lui-même porte une vision. Je veux dire, je crois que c'est là son rôle aussi, c'est tracer les grandes perspectives de développement d'un territoire qui est quand même doté de beaucoup d'atouts. Comment est-ce qu'on le finance, ce développement économique? C'est l'État uniquement qui doit mettre les moyens, ou comment attirer des investisseurs extérieurs? Comment est-ce que vous voyez la concrétisation de ce développement économique? Oui, moi je crois, d'abord je crois que l'État, c'est sa responsabilité d'investir dans les infrastructures structurantes d'un territoire. On peut aussi aller chercher les financements européens. Vous savez, notre député européen André Rouget est allé discuter avec la Banque européenne d'investissement, qui a dit qu'elle était prête à financer des études pour la mise en œuvre d'une base navale, des études sur l'agriculture, des études sur l'énergie, parce que en réalité les usines nickel, leur problème, c'est une énergie qui est hors de prix. Donc il faut réfléchir à une énergie qui soit décarbonée et qui soit à un coût abordable. On a la réponse, en réalité. Bon, maintenant, il faut que chacun... Emmanuel Macron avait dit que seul l'État pouvait le financer et pouvait aider. Oui, mais probablement, mais très bien, mais qu'il le fasse. C'est pas le tout de le dire. D'ailleurs, en parlant d'Emmanuel Macron, j'ai vu qu'il reprend la main, il retire donc le dossier à Monsieur Valls, il reprend la main. Moi, je vais lui écrire dès mon retour à Paris pour lui demander de participer autour de table sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, parce que je considère que le Rassemblement national est d'abord le premier parti de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il bénéficie d'un capital de confiance. Je rappelle que j'ai fait 40% aux élections présidentielles en Nouvelle-Calédonie, que je crois que nous avons une vision, nous avons travaillé, nous avons un projet, nous avons en même temps travaillé sur l'aspect institutionnel et travaillé sur le développement économique, et nous avons très certainement des choses à apporter dans ce débat qui est essentiel pour l'avenir de la Calédonie dans la France. C'est vous-même qui voudriez participer à ces discussions sur l'avenir, ou oui. Des représentants de votre parti? Non, pas du tout. J'irai personnellement, comme j'ai été personnellement d'ailleurs la seule présidente de groupe à être présente à l'ensemble des réunions organisées autour de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. On attend la réponse d'Emmanuel Macron quand vous lui aurez proposé d'être autour de la table. En attendant, vous vous demandez une pause institutionnelle, si on a bien compris. Ça veut dire quoi? On prolonge les institutions de l'accord de Nouméa sur plusieurs décennies, sur plusieurs années? Alors moi je pense qu'on peut partir sur l'idée d'un prolongement des accords de Nouméa tout en étant souple, c'est-à-dire que rien n'interdit d'abord de faire un peu le bilan des compétences qui ont été attribuées aux uns et aux autres. Après tout ça n'est pas figé. La Nouvelle-Calédonie est tout de même l'outre-mer qui a obtenu le plus d'autonomie de tous les outre-mer français. La vraie question que les dirigeants de Nouvelle-Calédonie devraient se poser, c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait? Moi, je crois qu'il faut faire un bilan. Est-ce que l'ensemble des compétences qui ont été transmises sont véritablement utilisées comme elles le devraient? Est-ce qu'il n'y a pas des manques, des carences peut-être quelque part? Est-ce que on ne doit pas accélérer
accélérer certaines, peut-être ralentir certaines, réfléchir à nouveau sur quelles compétences pour quelle collectivité, quitte d'ailleurs peut-être à en restituer une ou deux à l'État quand on voit que on n'est pas encore en capacité de les utiliser à plein régime. On peut réfléchir à beaucoup de choses, beaucoup de souplesse dans la mise en œuvre pour peu que tout le monde soit d'accord. Et puis, parce que c'est inscrit dans la Constitution, eh bien, le droit à l'autodétermination, qui peut d'ailleurs prendre des formes qui sont très différentes, pourrait être envisagé. J'ai suggéré, moi, 40 ans. Pourquoi je suggère 40 ans? Parce que je sais que la Nouvelle-Calédonie a besoin de stabilité précisément. Elle a besoin de visibilité. Les investisseurs privés, ils n'investiront pas s'ils se disent que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien le problème n'est pas réglé et qu'ils peuvent subir l'épouvante en fait qui a eu lieu au mois de mai dernier. Parce que qu'est-ce que je constate en venant ici? C'est qu'il y a 2 peurs existentielles en fait qui s'affrontent. Il y a la peur existentielle des Kanaks, on le voit avec la crispation sur le corps électoral. Ils ont peur de disparaître par la démographie. Et puis, il y a la peur existentielle des Européens, là pour le coup, de se voir attaquer dans leur intégrité physique, dans leur foyer, comme ça a été le cas, de manière extrêmement violente lors des émeutes. Marine Le Pen, vous avez surpris il y a 1 an, justement, quand vous avez lancé cette idée du 4e référendum qui pourrait avoir lieu dans 30 ou 40 ans. Certains y ont vu un changement de pied de votre part en disant, mais qu'est-ce qu'on fait du résultat des 3 référendums? Les Calédoniens ont dit 3 fois non à l'indépendance. Est-ce que c'est un résultat qu'il ne faut pas prendre en compte et qu'il faut balayer? C'est pas ça, c'est que moi j'ai 0 problème, si vous voulez. Moi j'étais contre l'accord de Nouméa, donc je considérais qu'il était mal fichu et je pense que j'ai eu raison. La preuve, c'est qu'en réalité, l'élément essentiel de l'accord de Nouméa, qui était le rééquilibrage, n'a pas eu lieu, même si il faut lui accorder quand même qu'il y a eu la paix. Et la paix, je crois que c'est une vraie demande de la part de la population. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru sérieusement qu'au bout de 3 référendums, le problème serait réglé? Parce que si c'est le cas, eh bien, c'est une forme de naïveté. D'autant qu'il y a eu de la part du gouvernement des maladresses majeures. Je suis désolé de le dire, mais il faut être honnête. La nomination de Madame Backès a été une maladresse majeure parce qu'elle a donné le sentiment qu'en réalité le gouvernement avait choisi une position dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est quand même relativement raide. Vous voyez, bon, le fait de maintenir le 3e référendum alors qu'on aurait très bien pu attendre 6 mois pour qu'il soit légitime aux yeux de tous était manifestement une erreur. Quant au fait de faire voter en urgence, en quelque sorte, le dégel du corps électoral, pour lequel je suis, donc c'est pas le sujet. Hein. C'était une erreur aussi. Vos députés ont voté pour le. Oui, le mais je suis pour. Sauf que j'avais appelé Darmanin, moi, Monsieur Darmanin, pardon, en lui disant qu'il commettait une erreur majeure, que ça allait mettre le feu aux poudres, et que faire ça juste avant les JO, alors qu'il n'avait pas les moyens de sécuriser la Nouvelle-Calédonie, c'était l'assurance que se déroule ce qui s'est déroulé. Voilà. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours céder à la menace, céder à la violence? Les indépendantistes ont refusé le référendum, de participer au 3e référendum qu'ils avaient eux-mêmes demandé. Il y avait une discussion qui disait que le corps électoral devait être dégelé. Ils ont refusé en disant on va mettre la Calédonie à feu et à sang, et ils l'ont fait. Non, alors quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui? Je crois pas. En réalité, le dégel du corps électoral aurait dû faire partie d'un accord global. Et en le faisant voter, on se privait en réalité de pouvoir l'intégrer comme un des leviers d'un accord global. C'était une énorme maladresse. C'est, je crois, la conséquence de la méconnaissance par un gouvernement qui a peut-être été poussé par certains aussi, à ce que je considère être une faute. Mais encore une fois, quand on connaît l'idéal que représente pour les indépendantistes l'indépendance, c'est comme ça, c'est un fait. Moi, je juge pas, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça, et c'est comme ça depuis longtemps entre nous. Bon, si quelqu'un a pensé qu'au bout de 3 référendums, ça, encore une fois, réglerait le problème, eh bien, c'est, je pense, une absence de lucidité. Et il suffit pas de faire comme Monsieur Bellamy hier soir, à dire vous avez eu vos 3 référendums, vous avez dit oui, on arrête, c'est fini, c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord, mais quand on a dit ça, en fait, il se passe quoi? Mais rien. Il se passe rien. Donc, il faut quand même trouver ce chemin, parce que moi, j'espère être présidente de la République. La Nouvelle-Calédonie, je la veux dans la France. Ça veut dire que les Calédoniens sont tous français à mes yeux. Et que donc je m'attache à ce que la paix et l'unité
reviennent en Nouvelle-Calédonie. Et l'avenir de l'ensemble des Calédoniens m'importe. C'est ça la position qui est la mienne. Alors c'est sûr, on peut toujours être extrêmement dur dans les postures, mais regardez ce que ça donne d'être dur dans les postures. On se retrouve avec une tension extrêmement forte et en réalité un chemin vraiment très étroit pour réussir à trouver les moyens de réfléchir à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous allez rencontrer le bureau politique du FLNKS. C'est un peu nouveau, même que vous acceptez, que vous veuillez les rencontrer ou que acceptent de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Eux, ils veulent une indépendance dans les mois qui viennent, 24 septembre 2025 ou 2026. Vous leur dites dans 40 ans, il y aura un référendum? Mais c'est exactement ce que je vais leur dire. Et je vais leur expliquer pourquoi je pense que c'est la bonne solution. Et je vais leur expliquer pourquoi je pense que les mouvements politiques, aussi opposés qu'ils soient, doivent à un moment effectuer une forme de moratoire de leur conflit ancestral pour pouvoir s'interroger sur comment est-ce qu'on améliore la vie des Calédoniens aujourd'hui, où ça va être vraiment très difficile. C'est très difficile aujourd'hui. Vous êtes au devant des difficultés. Donc pour mobiliser l'État, pour mobiliser les intérêts privés, et tout le monde y a intérêt. Parce que la réalité, c'est que les indépendantistes, un jour, je ne sais quand, ils obtiennent l'indépendance. Mais l'indépendance de quoi? D'un territoire livré au chaos, à la précarité, à la pauvreté. Enfin, ça n'a aucun sens. Parce que qui sera responsable dans ces cas-là? Je sais qu'ils ont toujours tendance à considérer que c'est l'État qui est responsable ou les collectivités. Les responsables, ce seront eux. Donc la réalité, c'est que tout le monde a intérêt à ce que la Nouvelle-Calédonie se renforce, reprenne pied, retrouve la voie de la création de richesses, de l'emploi et, somme toute, du bonheur de sa population. Avant que l'on puisse reparler de ce genre de choses. Mais vous savez, ils savent très bien ce que je propose. Moi, je n'adapte pas mon discours aux personnes avec qui je suis. C'est là aussi une spécificité peut-être, mais j'y tiens énormément. Je sais que vous n'avez pas trop envie de parler institution, mais est-ce qu'il faut organiser des élections provinciales? Et est-ce qu'il faut les organiser avant la fin de l'année? Et question subsidiaire, avec quel corps électoral? Tout va aller très vite maintenant. C'est pour ça qu'il faut que les consultations se déroulent vite et qu'on essaye de trouver assez rapidement un accord qu'on n'a pas réussi à trouver parce que on a un peu brutalisé tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà, on sait très bien que en Nouvelle-Calédonie, ça prend du temps. Et c'est ainsi, et il faut en tenir compte. Et en brutalisant comme ça l'élection, moi j'avais proposé à M. Darmanin, j'avais dit à M. Darmanin, repousser les élections, repousser le vote. Voilà, on a le temps, il n'y a pas d'urgence, on avait 1 an encore devant nous de possibilités de report, il fallait repousser cela. Maintenant, je pense qu'il est raisonnable, évidemment, d'avoir un corps électoral glissant sur 10 ans, qui avait été d'ailleurs accepté par les indépendantistes. C'est raisonnable parce que les gens qui viennent, qui investissent en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'à un moment donné, ils aient aussi le droit, je suis navré de le dire, mais enfin, c'est la réalité, il faut qu'ils aient aussi le droit de pouvoir décider de la fiscalité, des orientations économiques qui vont être choisies, et tout le reste. Voilà. Et ça, je pense qu'ils peuvent l'entendre. Donc c'est un accord, si vous êtes autour de la table, c'est l'un des éléments que vous essaierez de faire progresser, c'est-à-dire un accord sur le corps électoral. Oui, d'accord. Enfin, j'aurais préféré, objectivement, qu'il y ait un vrai accord, parce que là, on a voté la loi. Enfin, on voit ce que ça a donné. Tout ça n'est quand même un peu ni fait ni à faire, hein, pour être tout à fait honnête. S'il y a des élections provinciales à la fin de l'année, le Rassemblement national présentera des listes, sera présent à ces élections? Oui, bien sûr. Parce que c'est une question qu'on vous pose régulièrement quand on parle de la Calédonie. Quel rôle est-ce que vous pouvez jouer dans la mesure où le Rassemblement national a ici n'a pas d'ancrage local, n'a pas d'élus, que ce soit... alors vous-même, vous faites des scores assez remarquables effectivement à chaque présidentielle, mais en revanche, au provincial, au législatif, le Rassemblement national ne décolle pas sur le territoire. C'est pas qu'il décolle pas, c'est qu'il n'y a de richesse que d'hommes, et à un moment donné, la politique, ça s'incarne. Il faut trouver quelqu'un qui porte, en fait, les idées du Rassemblement national. Souvenez-vous, à l'époque, avec Guy Georges, il y avait des élus, et des élus très importants, parce qu'ils faisaient la bascule, donc ils avaient un rôle extrêmement important. Ça va revenir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il va se décider aussi à l'Assemblée nationale. Et puis, il se décidera en 2027 aussi à l'Élysée. Voilà, c'est peut-être là que j'aurai mon rôle à jouer. Quel type d'accord est-ce que vous seriez prêt
à soutenir pour la Nouvelle-Calédonie? On a vu ces derniers jours Manuel Valls venir sur le territoire, mettre sur la table un projet. Il a dit que c'était celui de l'État. On ne sait plus si c'est le sien uniquement. Un projet de souveraineté au sein de la France, avec la France, que tout le monde a interprété comme une indépendance d'association. Vous, quel type de projet est-ce que vous seriez prêt à soutenir et est-ce que vous vous opposeriez à ce type de projet présenté par Manuel Valls? D'abord, pardon, mais moi j'aime bien avoir les idées claires. J'ai demandé à tout le monde qu'est-ce que c'est que cette souveraineté partagée. Personne n'a été capable de me répondre. Donc un ministre qui vient proposer quelque chose dont personne ne sait ce que ça veut vraiment dire, ça pose un problème. Parce que pour le coup, si vous voulez, des compétences partagées, il y en a plein. Donc c'est quoi les nouvelles compétences? Qu'est-ce qu'il a en tête? On ne sait pas. Donc tout ça est flou. Vous voyez ce que je pense? Je pense qu'Emmanuel Valls, il a eu une démarche un peu puérile. Il s'est dit, bon, allez, je vais prendre un truc qui est réclamé par les indépendantistes, donc la souveraineté partagée, donc encore une fois, personne ne nous dit quels en sont les contours. Et puis, je vais prendre l'idée de la fédéralisation de la Nouvelle-Calédonie chez Baquès. Et puis, hop, je vais mixer tout ça, et y compris des choses qui sont un peu contradictoires, et qui sont d'ailleurs, par ailleurs, extrêmement inefficaces en ce qui concerne la fédéralisation. J'y suis, moi, très opposé. Et tout le monde sera d'accord. Mais non, si c'était si simple, objectivement, l'accord aurait été signé depuis longtemps. Et vous, quel type jusqu'où vous pourriez aller dans un projet proposé pour la Nouvelle-Calédonie? La souveraineté partagée, on le dit, c'est un terme qui est un peu compliqué, mais c'est un projet dans lequel la Calédonie serait ancrée définitivement, si le terme peut être utilisé, dans la France. Jusqu'où est-ce que vous pourriez aller dans l'autonomie? Non, mais d'abord, le côté définitivement, pardon de vous dire que je ne tomberai pas là encore dans cette naïveté. Définitivement, non. C'est convaincre au fur et à mesure. Convaincre que la Nouvelle-Calédonie est plus heureuse, plus riche, plus sûre dans la France. Voilà. C'est cela qu'il faut faire. Et c'est peut-être cela qui n'a pas été fait dans les 30 dernières années et qui doit être fait dans les 40 prochaines que j'espère, tant que j'espère avoir pour pouvoir convaincre de cela. Donc rien n'est jamais définitif et encore une fois, le contenu du référendum qui pourrait se dérouler dans 40 ans fera lui-même l'objet d'un débat. Parce qu'après tout, c'est pas une question simple, ça peut être deux projets. Et le choix peut être fait entre deux projets qui peuvent être différents. Mais chacun est conscient que, au moment où nous nous parlons, au-delà du fait que j'y suis moi fondamentalement opposé parce que j'aime la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie est française, parce que les Calédoniens sont français et que donc cette idée ne me quittera jamais, il n'en demeure pas moins que le choix qui pourra être fait sera celui fait par la population calédonienne aussi. Voilà. Marine Le Pen, vous passez 3 jours en Nouvelle-Calédonie, hein. C'est oui. Rapide. Qu'est-ce que vous en attendez? C'est surtout de rencontrer, de mieux appréhender ce qui s'est passé ici, ce que pensent les gens, ce que veulent les Calédoniens. Vous allez voir les milieux économiques, vous allez voir la population sur le terrain, vous allez au Mont-d'Or notamment. Oui, bon, d'abord je rencontre tout le monde, c'est-à-dire je rencontre l'intégralité de la classe politique. Vous les connaissez tous déjà, pratiquement. Je les connais tous, je les ai pour certains vus à Paris, mais je souhaitais les revoir ici. Donc j'ai vu hier le Palika, j'ai vu la maire de Nouméa, j'ai vu le président de l'Éveil océanien, j'ai vu la présidente du Congrès, que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, je tiens à le dire. J'ai vu les loyalistes, j'ai vu Madame Baquès, je vois aujourd'hui Alcide Ponga et le FLNKS. Donc, je vais faire vraiment le tour de la classe politique. Je vais aussi rencontrer les habitants. Et effectivement, je rencontre ce soir une 50aine ou 60aine de chefs d'entreprise parce que je veux aussi leur expliquer ma position, car je crois que ma position a été caricaturée. Alors, c'est drôle parce que quand j'ai exprimé cette position, je me suis fait lourdement critiquer par certains qui ont appelé à la trahison de Marine Le Pen, qui est pas trop quand même dans ma nature, hein, objectivement. Hein, bon, et quand j'arrive ici, on me dit ah non, mais pour finir, nous aussi on l'a proposé, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Bon, donc j'aimerais que tout le monde soit aussi clair que je le suis. Et peut-être que les choses avanceraient plus facilement. Donc 3 jours, c'est court, c'est vrai, mais
connaissant la Nouvelle-Calédonie, je pense que ça me permet quand même d'appréhender la situation et de retourner à Paris avec la confirmation ou l'amodiation d'ailleurs. Car moi, vous savez, je suis modeste. Hein. Je dis pas, j'arrive pas en disant moi j'arrive de Paris, j'ai tout compris. Je viens, je propose des choses, j'apporte ma pierre à l'édifice. Mais encore une fois, je suis bien convaincu que c'est l'ensemble des forces politiques qui ont la responsabilité de travailler, de réfléchir, de proposer, mais de ne pas oublier, encore une fois, la vie quotidienne des Calédoniens, leur emploi, leur développement économique, l'emploi futur de leurs enfants, la qualité de l'enseignement qui leur sera accordé, l'adéquation des formations avec les besoins des entreprises, peut-être même la position essentielle géostratégique de la Nouvelle-Calédonie. L'Indo-Pacifique, on en parle beaucoup, on n'en fait rien. Eh bien, voilà, le développement d'une base navale, peut-être même d'une base interarmée, et je crois un projet très sérieux parce que ça entraîne des conséquences en cascade sur le développement économique de l'île, pour le BTP, mais aussi pour tous les aspects civils, un port en cale sèche, la réparation de navires, peut-être le développement d'ailleurs du croisiérisme. Il y a énormément de choses à penser, mais il faut avoir de l'imagination et il faut sortir de la cage. Sortir de la cage, réforme institutionnelle. Parce qu'il y a une forme aussi, de paresse intellectuelle. Si tout le débat politique en Nouvelle-Calédonie consiste à dire on est pour l'indépendance ou contre l'indépendance, je trouve qu'il y a une forme de paresse intellectuelle. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de gens qui proposent des choses. La sécurité, l'ordre public, c'est une exigence que vous demandez de la part de l'État, ça fait partie du régalien. Évidemment. Évidemment. Honnêtement, j'en veux moi beaucoup à M. Darmanin et à ceux qui l'ont poussé à faire voter en urgence cette loi juste avant les JO. Parce que la réalité, c'est que les forces de l'ordre n'étaient pas suffisantes. Tout le monde le sait. Et ça a été maintenant très bien documenté. Donc, on peut aller, à la confrontation, comme M. Darmanin a voulu le faire. Mais dans ces cas-là, il faut se donner les moyens d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Or, ça n'a pas été le cas. Voilà. Et ça a considérablement aggravé la situation de tension, bien entendu. Pour remettre après les gens autour de la table, évidemment, c'est pas simple. Quand vous avez eu peur pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, quand vous avez vu le bien d'une vie, la création d'une vie détruite, c'est terrible comme conséquence. Et ça laisse des traces. Donc, voilà, je pense que vraiment il n'a pas fait le nécessaire. Donc il faut évidemment faire respecter l'ordre public, il faut faire cesser l'impunité. Ça passe évidemment par une politique pénale, ça passe aussi par des condamnations civiles. Parce que quand c'est pas qui disait celui qui casse paye, c'est ça? Parce que moi j'ai entendu, mais j'ai jamais rien vu à l'Assemblée nationale. Et je voudrais pas que ici, comme ce qui s'est passé lors des émeutes en métropole, en réalité ce soit toujours pareil. Il y a des voyous qui cassent, et puis il y a les contribuables qui payent derrière. Marine Le Pen, vous êtes en meeting vendredi soir au Château Royal pour les Calédoniens qui veulent venir vous écouter. Oui, meeting c'est un bien grand mot, réunion mais publique, il y a une réunion publique. Je les attends avec impatience. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc ils peuvent venir me voir. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir échanger avec eux. Et on retient que vous avez donc écrit au président de la République pour lui demander de participer à ces discussions sur l'avenir. Je vais le faire dès mon retour, mais le message est lancé sur RRB. Marine Le Pen, merci d'avoir accepté cette invitation ce matin. Merci à vous.